Une scène brève à Ouagadougou a rompu une inertie diplomatique installée depuis des décennies lorsqu'un avertissement informel s'est transformé en déclaration publique assumée. En quelques jours seulement, l'écho s'est propagé à travers le Sahel, inversant des réflexes politiques anciens et faisant du silence officiel de l'autre camp un message plus lourd que n'importe quel communiqué. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les populations africaines lorsque Ibrahim Traoré choisit de parler sans détour devant les caméras? Ce moment ne ressemble pas à une parenthèse médiatique, mais au signal précoce d'un déplacement durable des lignes de pouvoir. Je vais expliquer pourquoi une prise de parole, apparemment symbolique, peut produire des effets politiques et sociaux bien au-delà d'un seul pays. Là, il ne s'agit ni d'éloge ni de critique personnelle, mais d'analyser un mécanisme précis. Comment certaines paroles réactivent des mémoires collectives et pourquoi leur résonance survient à ce moment particulier. Concrètement, cela aide à comprendre le lien entre discours public, réaction régionale et décisions stratégiques potentielles dans un Sahel en recomposition. Cela permet d'éviter une lecture simpliste selon laquelle seuls les accords militaires ou économiques détermineraient les rapports de force. Il y a aussi un risque. Une interprétation excessive peut transformer un signal politique en récit émotionnel en négligeant les contraintes réelles liées à l'économie, à la sécurité et aux équilibres diplomatiques. C'est pourquoi je m'appuie strictement sur les éléments présents dans le contenu source, en comparant des situations avant et après, sans spéculation. L'idée centrale est d'identifier ce qui est réellement en train de se jouer et pour quels acteurs les conséquences pourraient être les plus immédiates. En moins de 48 heures, une déclaration filmée à Ouagadougou a franchi les frontières nationales et déclenché une réaction en chaîne rarement observée dans la région. Le point marquant n'est pas seulement la diffusion rapide du message, mais la manière dont il a été repris, reformulé et assumé par d'autres acteurs du Sahel, transformant une prise de parole individuelle en signal collectif. Pour comprendre cette dynamique, il faut replacer l'épisode dans un contexte plus large. Pendant des décennies, de nombreux dirigeants africains ont appris que la prudence verbale constituait une condition de survie diplomatique. Les avertissements, explicites ou implicites, émis par des puissances extérieures, avaient tendance à produire le même effet. Le silence public, parfois accompagné de concessions discrètes. Ce schéma reposait sur plusieurs facteurs cumulés, dépendance à l'aide extérieure, vulnérabilité économique, et mémoire encore vive des sanctions ou des mises à l'écart subies par ceux qui avaient tenté de s'écarter de la ligne attendue. Dans ce cadre, la parole politique était souvent calibrée pour éviter toute friction directe. Ce qui change ici, c'est la rupture assumée avec cette logique. Ibrahim Traoré intervient dans un moment où plusieurs États du Sahel traversent une phase de redéfinition stratégique marquée par la remise en question d'alliances anciennes et par la recherche de nouvelles marges de manœuvre. Son discours s'inscrit ainsi dans un climat où la défiance envers les cadres hérités du passé est déjà présente, tant chez les élites que dans une partie de la population. La scène filmée ne crée donc pas ce mouvement, mais elle le rend visible. Elle agit comme un révélateur, condensant en quelques phrases des frustrations accumulées et donnant une forme publique à ce qui circulait jusque-là de manière fragmentée. C'est cette fonction de catalyseur, plus que le contenu littéral des mots, qui explique la portée rapide et transnationale de l'événement. Pour saisir l'impact concret de cet épisode, il faut quitter un instant la scène officielle et observer la manière dont le message a été reçu et relayé par des acteurs intermédiaires. Journalistes locaux, analystes régionaux et responsables politiques voisins ont joué un rôle clé dans la transformation d'un discours ponctuel en référence partagée. Dans les heures qui ont suivi, des extraits ont circulé sur des réseaux numériques où l'information se diffuse moins selon des hiérarchies institutionnelles que par affinité et résonance symbolique. Ces relais n'ont pas seulement répété les mots prononcés. Ils les ont contextualisés, traduits, parfois simplifiés, afin de les rendre immédiatement compréhensibles pour des publics très différents. Cette médiation a permis à l'événement de dépasser le cadre strict du Burkina Faso pour devenir un point de discussion régional, notamment dans des pays confrontés à des dilemmes similaires en matière de souveraineté et de dépendance extérieure.
Et l'effet immédiat le plus visible a été un changement de ton dans l'espace public. Là où dominait souvent la retenue et l'euphémisme, on a observé une parole plus directe, assumant ouvertement des critiques auparavant exprimées à huis clos. Ibrahim Traoré devient alors moins un individu qu'un repère narratif, un point d'appui autour duquel s'articulent des positions diverses mais convergentes sur le fond. Ce déplacement du centre de gravité du débat, du privé vers le public, constitue l'impact le plus significatif à court terme. Il ne modifie pas instantanément les rapports de force matériels, mais il redéfinit ce qui peut être dit sans être immédiatement disqualifié. En clair, la parole elle-même change de statut. Avant cette séquence, le déroulé habituel était largement prévisible. Des avertissements circulaient par des canaux diplomatiques discrets, parfois relayés par des intermédiaires, puis disparaissaient sans trace publique. Les capitales concernées répondaient par la retenue, des communiqués vagues ou un silence calculé afin d'éviter toute escalade. Ce mode opératoire avait façonné des décennies d'interactions, au point de devenir une norme tacite dans les relations entre plusieurs États africains et des puissances extérieures. Le déclencheur rompt avec ce schéma. À Ouagadougou, la décision de rendre la réponse visible, filmée et assumée introduit une rupture claire entre l'avant et l'après. Là où l'on s'attendait à une gestion en coulisses, la prise de parole devient frontale, sans langage codé, ni formule d'atténuation. Cette première étape suffit à déplacer l'attention. C'est car elle oblige les observateurs à traiter l'épisode non plus comme une rumeur diplomatique, mais comme un fait politique ouvert. Le point culminant survient lorsque les propos sont repris au-delà du cercle initial. En quelques heures, des extraits circulent sur des plateformes numériques fréquentées par des publics très divers, des militants panafricains aux simples citoyens. La diffusion rapide transforme l'événement en sujet de conversation collective, amplifiant sa portée bien au-delà de la salle où il a été prononcé. Ibrahim Traoré, jusque-là perçu surtout comme un acteur national, se retrouve projeté dans un espace symbolique régional. À ce stade, l'enchaînement s'accélère. Des dirigeants voisins réagissent, parfois brièvement, parfois par des gestes de soutien implicites. Chaque reprise ajoute une couche supplémentaire de signification, faisant passer le message d'une position individuelle à une expression plus large d'un malaise partagé. Ce phénomène de résonance crée une dynamique cumulative. Plus le discours est commenté, plus son absence de réponse officielle en face devient visible. Les répliques constituent la dernière phase de cette séquence. Le silence prolongé des acteurs, mis en cause, loin d'apaiser la situation, agit comme un multiplicateur. Dans les médias numériques, l'absence de démenti ou de clarification est interprétée comme une reconnaissance indirecte de la portée du message. Les débats se déplacent alors du contenu exact des mots vers leur signification politique. Pourquoi cette réponse n'est-elle pas venue et que révèle-t-elle des rapports de force actuels ? Ce déroulé, sans main du déclencheur au point culminant puis aux répliques, montre que l'événement n'est pas un accident isolé. Il s'inscrit dans une temporalité courte mais dense, où chaque étape renforce la suivante. L'après se distingue nettement de l'avant. Ce qui relevait autrefois du non-dit devient matière à débat public, et le coût du silence augmente pour toutes les parties. Ainsi, la ligne des événements ne raconte pas seulement une succession de faits, mais l'émergence d'un nouveau rythme politique dans lequel la visibilité et la circulation rapide de la parole modifient les règles du jeu. Pour évaluer la portée réelle de cet épisode, il faut passer du registre narratif à celui des indices observables. Le premier point de comparaison concerne la circulation de l'information. Avant ce type de prise de parole, les messages critiques restaient souvent confinés à des cercles militants ou à des médias spécialisés avec une diffusion lente et fragmentée. Ici, la séquence montre une propagation quasi immédiate, transversale, reliant espaces locaux, régionaux et diasporiques, sans passer par les filtres habituels. Le changement n'est pas quantitatif seulement, il est structurel. Un deuxième élément tient à la nature des réactions. Dans des situations comparables par le passé, une déclaration perçue comme provocatrice entraînait rapidement une réponse officielle, qu'il s'agisse d'un démenti, d'un rappel diplomatique ou d'une mise au point. La référence de base est donc celle d'un échange public, même minimal. Le contraste est net lorsque cette réponse attendue ne vient pas, laissant un vide interprétatif
que d'autres acteurs remplissent. Le passage du dialogue contrôlé au silence exposé constitue un indicateur clé du basculement. Le troisième axe de comparaison concerne les effets secondaires mesurés et mesurables. Les discussions en ligne, les prises de position de responsables régionaux et l'attention soutenue de certains médias non traditionnels montrent une intensité inhabituelle par rapport à des épisodes antérieurs. Là où l'attention se dissipait en quelques jours, elle se maintient et se transforme en débat de fond sur la souveraineté, l'alignement et les marges de manœuvre des États du Sahel. Ces éléments permettent de tracer une évolution claire entre un état initial et un état modifié. Le point de départ est un système où la parole contestataire était coûteuse et peu relayée. Le point d'arrivée est un environnement où cette parole, lorsqu'elle est assumée publiquement par un dirigeant comme Ibrahim Traoré, bénéficie d'un écosystème de diffusion prêt à l'amplifier. La différence ne réside pas seulement dans le message, mais dans le contexte technologique et politique qui en démultiplie l'impact. Il est important de souligner ce que ces preuves ne montrent pas. Elles ne garantissent pas un changement immédiat des politiques étrangères, ni une réorientation automatique des alliances. En revanche, elles indiquent un déplacement du seuil de visibilité. Ce qui pouvait être ignoré auparavant devient difficile à écarter sans coût symbolique. Cette hausse du coût du silence constitue le principal indicateur de transformation à ce stade. En résumé, la comparaison avant-après met en lumière un glissement mesurable. La parole publique, aussi soutenue par des réseaux de diffusion horizontaux, acquiert un poids relatif nouveau. Ce constat ne repose pas sur une interprétation émotionnelle, mais sur l'observation de réponses ou de leur absence et sur la durée inhabituelle de l'attention générée. Une lecture critique de l'épisode met en avant deux objections principales. La première soutient qu'une rhétorique aussi directe comporte des risques disproportionnés pour des États déjà fragilisés. Selon cet argument, rendre public des désaccords avec des acteurs puissants peut exposer le pays concerné à des pressions économiques, diplomatiques ou sécuritaires, sans garantie de bénéfices tangibles à court terme. Dans cette perspective, la discrétion resterait une stratégie rationnelle pour préserver des marges de manœuvre limitées. Et la seconde objection affirme que l'impact réel de ce type de discours est surestimé. Les sceptiques rappellent que les relations internationales sont avant tout structurées par des intérêts matériels, des accords formels et des rapports de force militaire. Une prise de parole, aussi relayée soit-elle, ne modifierait pas fondamentalement ces paramètres. Elle risquerait même de détourner l'attention des réformes internes nécessaires, en concentrant l'énergie politique sur le symbolique plutôt que sur l'opérationnel. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils s'appuient sur des précédents historiques où des gestes de défi isolés ont conduit à l'isolement plutôt qu'au changement. Toutefois, il néglige un élément central du contexte actuel. L'environnement informationnel et régional n'est plus celui des décennies passées. La visibilité accrue et la rapidité de circulation des messages réduisent la capacité des acteurs dominants à contenir un épisode par des réponses discrètes ou différées. De plus, l'argument de l'inefficacité symbolique ignore la fonction cumulative de ces gestes. Pris isolément, un discours ne transforme pas une structure de pouvoir. Inséré dans une séquence plus large de repositionnement régional, il peut contribuer à modifier les attentes et les seuils d'acceptabilité. Ibrahim Traoré n'agit pas dans un vide, mais dans un espace où d'autres dirigeants et publics testent également les limites de l'ancien cadre. La réponse aux objections n'est donc pas de nier les risques, mais de reconnaître un arbitrage différent. Le choix n'oppose pas symbolique et matériel, mais engage une redéfinition du coût relatif de la parole et du silence. Dans ce calcul, ce qui semblait autrefois imprudent peut devenir sous certaines conditions une option stratégiquement défendable. Ce point marque un renversement discret mais décisif dans la lecture de l'épisode. Jusqu'ici, l'attention se portait sur les mots prononcés et sur leur diffusion rapide. À mi-parcours, l'élément le plus structurant n'est plus la déclaration elle-même, mais l'absence prolongée de réponse officielle de la part des acteurs mis en cause. Ce vide communicationnel modifie l'équation.
Dans des contextes antérieurs, une réaction, même minimale, suffisait à refermer la séquence et à reprendre le contrôle du récit. Ici, l'inaction publique ouvre un espace interprétatif que d'autres remplissent. Commentateurs, responsables régionaux et citoyens projettent leur propre lecture, faisant du silence un aveu de gêne, dié ou à tout le moins un signe d'incertitude. Ce déplacement est crucial car il transfère l'initiative narrative. Le centre de gravité passe de ceux qui étaient censés répondre à ceux qui observent et interprètent. Ibrahim Traoré cesse alors d'être uniquement l'émetteur initial pour devenir le repère autour duquel s'organisent des attentes nouvelles, parfois contradictoires, mais convergentes sur un point. Quelque chose ne fonctionne plus comme avant. À ce stade, la question n'est plus de savoir si les propos étaient excessifs ou mesurés. Elle devient plus profonde. Pourquoi une réponse classique semble-t-elle soudain inopérante ? Cette interrogation marque le véritable tournant de la séquence et prépare les conséquences concrètes qui vont suivre. Les effets de cette séquence ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déclinent selon les acteurs concernés et leurs positions respectives. Pour les institutions étatiques du Sahel, le premier impact est d'ordre symbolique mais opérationnel. La visibilité accrue de la prise de parole crée une pression interne pour clarifier les lignes politiques là où l'ambiguïté prévalait. Même sans décision immédiate, l'attente publique d'une cohérence nouvelle s'installe, rendant plus coûteux le retour à des pratiques de communication purement défensives. Pour les dirigeants régionaux, l'épisode agit comme un test. Certains y voient une opportunité d'élargir leur marge de négociation en s'inscrivant, même prudemment, dans un registre de souveraineté affirmée. D'autres adoptent une posture d'observation, évaluant les réactions avant d'ajuster leur propre discours. Dans les deux cas, sauf le précédent modifie le calcul. Le silence ou la distance deviennent des choix visibles et non plus neutres. Ibrahim Traoré occupe ici une position de référence, non parce qu'il impose une ligne commune, mais parce qu'il a ouvert un espace où des positions différenciées peuvent maintenant s'exprimer. Du côté des acteurs économiques, les conséquences sont plus indirectes mais réelles. Les investisseurs et partenaires extérieurs scrutent la stabilité du cadre politique et la prévisibilité des orientations. L'intensification du débat public sur la souveraineté introduit une variable supplémentaire dans leurs évaluations sans pour autant entraîner un retrait automatique. À court terme, il s'agit surtout d'une phase d'attentisme, marquée par une demande accrue de signaux clairs de la part des autorités. Pour les populations, l'impact se situe au niveau des perceptions et des attentes. La circulation massive des images et des analyses nourrit un sentiment de participation à une dynamique plus large. Cela ne se traduit pas immédiatement par des changements matériels, mais par une redéfinition de ce qui est jugé possible ou légitime dans l'espace public. Les discussions locales, en ligne comme hors ligne, montrent une appropriation du débat où la souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir un sujet de conversation quotidienne. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence centrale. La séquence a déplacé le point d'équilibre entre action et réaction. Les décisions futures, qu'elles confirment ou qu'elles infléchissent cette dynamique, seront interprétées à l'aune de ce moment. Le coût politique de l'inaction ou du retour en arrière s'est accru pour tous les acteurs impliqués, ouvrant une phase où chaque geste ou son absence compte davantage qu'auparavant. À court et moyen terme, l'évolution de cette dynamique peut être envisagée à travers 3 scénarios distincts, chacun fondé sur des choix observables plutôt que sur des prédictions spéculatives. Le scénario de base repose sur une normalisation progressive. Si les acteurs concernés optent pour des ajustements limités, la séquence actuelle pourrait s'intégrer au paysage politique sans rupture majeure. La parole plus directe resterait présente, mais encadrée, et les relations extérieures poursuivront leur cours avec des rééquilibrages modestes, surtout sur le plan symbolique. Un scénario plus favorable envisage une consolidation régionale. Si plusieurs États du Sahel coordonnent leurs positions et clarifient leurs priorités communes, la prise de parole initiale pourrait servir de point d'appui à des initiatives collectives.
Dans ce cas, l'épisode agirait comme un catalyseur, renforçant la capacité de négociation face aux partenaires extérieurs et réduisant la vulnérabilité individuelle. Cette trajectoire dépendrait toutefois d'une cohérence interne durable et d'une gestion prudente des contraintes économiques. Le scénario le plus défavorable repose sur une fragmentation. Si les pressions extérieures s'intensifient et si les réponses régionales divergent, la dynamique actuelle pourrait se diluer. Les discours resteraient visibles mais sans traduction stratégique, alimentant une fatigue politique et une perte de crédibilité. Dans cette hypothèse, le coût symbolique initial ne serait pas compensé par des gains concrets et l'épisode serait relégué au rang de moments isolés. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives et peuvent se chevaucher dans le temps. Elles illustrent surtout une logique conditionnelle. Si certaines décisions sont prises, alors des effets spécifiques deviennent plausibles. La variable déterminante n'est pas la déclaration d'origine, mais la capacité à l'inscrire dans une suite d'actions cohérentes. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de choisir un scénario, mais de reconnaître les signaux précoces qui indiqueront lequel est en train de se matérialiser. Cette lecture attentive permet de dépasser le commentaire immédiat pour suivre les évolutions structurelles à venir. Au-delà des débats institutionnels, cette séquence a des répercussions perceptibles pour les publics qui la suivent, y compris ceux situés en dehors du Sahel. Le premier effet concerne la manière dont l'actualité internationale est interprétée. L'épisode invite à dépasser une lecture centrée uniquement sur les grandes puissances et à prêter attention aux dynamiques régionales, souvent plus révélatrices des évolutions en cours. Pour le spectateur, cela signifie adopter un regard moins passif, plus attentif aux signaux faibles qui précèdent les changements visibles. Un deuxième impact touche à la relation entre information et participation. La diffusion rapide et décentralisée du message montre que les récits politiques ne se construisent plus exclusivement dans les espaces médiatiques traditionnels. Les commentaires, sans partage et discussion, deviennent des lieux où se fabrique du sens. Cette implication ne transforme pas chacun en acteur politique direct, mais elle modifie la frontière entre observation et engagement symbolique. Enfin, l'épisode interroge les attentes individuelles face au discours de souveraineté. Pour certains, il renforce l'idée que la parole publique peut encore compter, même sans traduction immédiate en décisions concrètes. Pour d'autres, il souligne au contraire la nécessité de mesurer l'écart entre les mots et les actes. Dans les deux cas, le spectateur est amené à ajuster son seuil de crédulité et son attention aux suites données. Deux gestes simples peuvent accompagner cette posture. Le premier consiste à suivre l'évolution des réponses ou de leur absence, plutôt que de se focaliser uniquement sur la déclaration initiale. Le second est de comparer cet épisode à d'autres situations similaires, afin d'identifier ce qui relève d'un moment isolé ou d'une tendance plus large. Ainsi, l'impact principal n'est pas une injonction à agir, mais une invitation à regarder autrement, avec plus de contexte et de discernement. À ce stade, l'enjeu n'est plus d'interpréter le moment, mais d'identifier des étapes concrètes permettant d'inscrire cette dynamique dans la durée. Une première étape consiste à clarifier les priorités internes, sans alignement minimal sur les objectifs économiques, sécuritaires et institutionnels. Toute prise de parole publique risque de rester symbolique. La cohérence entre discours et action devient alors le premier indicateur de crédibilité. La deuxième étape concerne la coordination régionale. Lorsque des États partagent des contraintes et des aspirations similaires, des mécanismes de concertation réguliers peuvent réduire le coût individuel de décisions sensibles. Cette approche collective ne supprime pas les divergences, mais elle offre un cadre où les désaccords sont gérés de manière plus prévisible. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré peut servir de point de référence, non comme modèle unique, mais comme précédent observable. Troisièmement, la gestion de la communication extérieure doit évoluer. Il s'agit moins de multiplier les déclarations que de maîtriser leur enchaînement en anticipant les réactions possibles et les silences stratégiques. Une parole assumée, suivie d'une absence totale de suivi, affaiblit le message initial. A l'inverse, une communication espacée mais cohérente renforce la lisibilité. Enfin, la mesure des effets doit être intégrée dès le départ.
Cela implique de définir des indicateurs simples, évolution des partenariats, réaction des marchés, ajustement diplomatique, observable. Sans ces repères, il devient difficile d'évaluer si la trajectoire engagée produit des résultats tangibles ou nécessite des corrections. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle transforme un moment de visibilité en processus. Elle rappelle que la portée d'une parole dépend moins de son intensité initiale que de sa capacité à s'inscrire dans une suite d'actions mesurables et coordonnées. Revenir à l'image initiale permet de mesurer le chemin parcouru. Une salle attentive, des caméras braquées et une parole qui rompt avec l'habitude de l'euphémisme. Ce qui, au départ, Anna pouvait sembler n'être qu'un instant médiatique, s'est progressivement transformé en repère symbolique pour de nombreux observateurs. Le visage, la posture et le ton d'Ibrahim Traoré sont devenus des éléments familiers, non parce qu'ils résolvent des problèmes complexes, mais parce qu'ils incarnent une attente diffuse de clarté et de dignité. Cette dimension émotionnelle n'est pas accessoire. Elle explique pourquoi l'épisode continue de résonner alors même que l'actualité avance. Les symboles fonctionnent comme des points d'ancrage. Ils permettent de relier des expériences individuelles dispersées à un récit plus large. Dans ce cas précis, le rappel de la scène de départ agit comme un fil conducteur, reliant débat politique, discussion publique et espoir parfois contradictoire. Il ne s'agit pas d'idéaliser une figure ou de figer un moment dans une lecture définitive. La force de cet épisode tient plutôt à sa capacité à rester ouvert, à susciter des projections différentes selon les publics. Ce caractère inachevé explique sa persistance. Une phrase s'impose alors, simple et directe. Certaines paroles ne ferment pas une séquence, elles l'ouvrent. Ce parcours ne se conclut pas par une réponse définitive, mais par une invitation à poursuivre l'observation. Les dynamiques décrites ici continueront d'évoluer, parfois de manière visible, parfois à bas bruit, au gré des décisions prises et des silences maintenus. Suivre ces trajectoires demande moins d'adhésion que d'attention. Comparer les paroles aux actes, noter ce qui change et ce qui résiste, distinguer les ruptures réelles des ajustements de surface. L'intérêt d'un tel suivi est collectif. Les échanges, même mesurés, contribuent à affiner la compréhension d'événements complexes et à éviter les lectures hâtives. Partager un point de vue, poser une question ou signaler un élément manquant permet d'enrichir le cadre d'analyse, sans le figer. Si cet épisode vous a conduit à regarder autrement les rapports entre parole publique et pouvoir, prenez le temps de prolonger cette réflexion. Qu'il s'agisse de situations similaires ailleurs ou des suites concrètes observables dans les mois à venir, l'essentiel est de garder un regard critique et informé. Alors, à votre sens, quel sera l'indicateur le plus révélateur pour juger de la portée réelle de ce moment dans le temps ?